initiale et au bord. Donc on va se replacer dans le cadre général de tout à l'heure. Pour l'instant, on ne s'interroge pas sur est-ce que finalement on est en train de regarder l'équation de la chaleur ou du transport. Donc voilà l'équation qu'on considère. Et comme pour les équations différentielles, si j'écris juste x', disons u' égale f de u, bon, je suis un peu embêté parce que j'ai aucune manière de résoudre ça si je ne me donne pas par ailleurs une condition initiale. Donc là, ça va être pareil, plutôt que paraître. Donc ça veut dire quoi ça? Il va falloir au moins qu'on se donne une fonction. Hein. L'idée c'est quoi? C'est que on peut voir les choses de la manière suivante. Pour chaque t fixé, je vais peut-être faire ça comme ça. Pour chaque t fixé, pour chaque t positif fixé, la fonction qui a x associée du u de tx, c'est une fonction de oméga dans R dépend. Dans R, sinon. C'est une fonction de oméga dans R. Ok, donc comme pour les EDO, si je vous écris u' égale f de u, pour chaque temps t, u de t, c'est un élément de R puissance, la taille de l'EDO que vous êtes donné. Okay, donc pour chaque t, vous avez un certain vecteur. C'est ça une EDO. Pour chaque t, vous avez un certain vecteur. Une EDP, c'est pour ça qu'on dit qu'on est passé en dimension infinie. Pour chaque t, vous n'avez pas un vecteur, vous avez une fonction. Vous avez un objet qui est dans un espace de fonction, qui est donc de dimension infinie. Pour chaque t, l'objet que vous avez, c'est la fonction qui a x associe u de tx. Okay. Et donc, comme pour les équations différentielles, il va falloir choisir, il va falloir se donner une condition initiale. Il va falloir dire ce que vaut la fonction au temps 0. Donc, on spécifiera une condition initiale, à savoir, on va imposer que u0 de x, on va supposer que pour tout x appartenant à oméga, u0 de x, donc au temps 0 et au point x, u0 de x, c'est un certain u0 indice 0 de x. Autrement dit, il y a quelqu'un qui va vous dire, moi je connais la température initiale dans la pièce, et c'est comme ça que vous avez une chance de mesurer, de calculer la température pour tout temps plus grand. Donc il va vous donner une certaine fonction de l'espace, qui vous dise quelle est la température dans la pièce, il va vous dire en tout point x quelle est la température. Formellement, ça c'est une fonction. C'est une fonction qui a un point de la pièce associe un scalaire qui est la température. Donc u0, c'est ça la condition initiale. u0 est la condition initiale. C'est quoi ça? C'est une fonction d'oméga dans R. Voilà. Pour résoudre une équation en dérivée partielle, comme pour les équations différentielles, il faut une condition initiale, c'est-à-dire une fonction d'oméga dans R, qu'on note en général u0. Ok, alors, malheureusement, ce serait sympa si les choses s'arrêtaient là, mais pour les EDP, et c'est assez naturel quand on pense aux applications en physique, ça ne suffit pas la condition initiale. Si vous arrivez devant quelqu'un et vous lui dites, en général ça ne suffit pas, vous lui dites juste, voilà la condition initiale, voilà l'équation de dérivée partielle, calcule-moi la solution pour tout temps. Bon, ça ne va pas. Pourquoi? Prenez l'exemple de la pièce, justement. Si vous voulez savoir quelle est l'évolution de la température dans la pièce, si vous dites quelle est la température initialement, au cours du temps, il faut aussi que vous disiez quelle est la température au bord de la pièce. Si vous ne dites pas quelle est la température au bord de la pièce, imaginez que par exemple, autour de la pièce, c'est directement l'extérieur et qu'il y a une certaine température ambiante constante partout, vous avez besoin de cette donnée pour dire, voilà, c'est ça la température qui s'applique au bord du domaine qui m'intéresse. Donc il faut aussi spécifier ce qu'on appelle des conditions au bord. Ça, c'est une très grosse différence. On pourrait presque dire qu'il y a deux grosses différences, mais mathématiquement, donc conceptuellement, il y a deux différences notables quand on passe des EDO-ODP. D'abord, le fait qu'il y a des conditions au bord, et deuxièmement, qu'on est passé en dimension infinie, c'est-à-dire pour chaque temps, l'objet qu'on considère, c'est une fonction et non pas seulement un vecteur, comme c'était le cas pour les équations différentielles. Ok, donc les conditions au bord, on va parler un petit peu plus. La condition initiale, il n'y a pas trop de surprise d'une certaine manière, une fois qu'on sait en compte qu'on parle de fonctions.
Et la condition au bord, ça va consister à quoi? Ça va consister à dire des informations sur la fonction u au bord. Okay, donc, il y a plusieurs types de conditions au bord qu'on peut donner. Donc, exemple de conditions au bord. Je ne vais pas être exhaustif, en fait, il y en a énormément, surtout en dimension élevée. Exemple de conditions au bord, et les deux, je vais donner les deux plus classiques. Alors, la première condition au bord, c'est ce qu'on appelle la condition au bord de Dirichlet. Donc, condition au bord de Dirichlet, ça consiste à spécifier, de la même manière que vous avez spécifié ce que valait la fonction initialement, la condition initiale, ça consiste à spécifier ce que vaut la fonction au bord. Donc ça s'écrit comment? Ça s'écrit pour tout x appartenant à d rond oméga, le bord de oméga, pour tout t strictement positif, on a besoin de spécifier ça uniquement pour les temps strictement positifs, u de tx égale g de tx. Et g, c'est une fonction qui vous est donnée, c'est-à-dire c'est une donnée du problème, comme la condition initiale. Si une personne vous demande de résoudre une DP et qui vous dit j'ai les conditions de Dirichlet au bord, bah, il faut qu'il vienne avec une certaine fonction g qui vous dit en tout temps et en tout point du bord quelle est, disons si on pense à la température dans une pièce, la température au bord de la pièce. Où g, c'est une application qui est de R plus étoile croix T rho oméga dans R est donnée. Hein, c'est ce qu'on appelle une condition au bord. Alors l'exemple le plus simple de condition au bord auquel on peut penser, c'est les conditions au bord de Dirichlet nulles. Autrement dit, le cas où on dit au bord g est égal à 0. On pourrait dire, par exemple, pour le cas de la température, c'est un peu ridicule d'avoir une température nulle. Mais en fait, on va voir que on peut se ramener à ce cas-là mathématiquement simplement en faisant une translation. Hein, donc quand on dit condition au bord de Dirichlet nulle, en général, ça permet de traiter n'importe lequel des cas où les conditions au bord sont constantes. Okay, donc, exemple, et c'est celui qu'on va considérer le plus en fait, g de tx, c'est la fonction nulle. Pour tout t strictement positif, pour tout x appartenant à 0 oméga. Ça, c'est ce qu'on appelle condition de Dirichlet nulle. Voilà le premier exemple. Alors on va voir aussi que des fois, on a besoin de spécifier, j'y reviendrai, on a besoin de spécifier seulement des conditions, pas sur tout le bord, mais seulement sur une partie du bord. Imaginez que je m'intéresse à un fluide et que je me place sur, par exemple, sur 0,1. Et on me donne la condition initiale, on me dit voilà, la condition initiale c'est par exemple, je sais pas moi, ça. Hein, donc je sais pas, c'est la concentration d'un certain polluant dans le fluide. Donc on me dit que le fluide il se déplace à la vitesse v constante. Bon, si à terme je veux être capable de connaître l'allure du fluide au cours du temps, bon, bien sûr j'ai envie de dire qu'après l'allure du fluide ça va être un truc comme ça. Mais vous voyez que j'ai besoin, si je veux savoir ce que vaut le fluide ici, là, ben, il faut que quelqu'un me dise ce qui arrive par la gauche. Il faut que quelqu'un me dise quelle est la concentration de polluants à gauche. Si je ne connais pas ça, et sachant que les choses se déplacent à la vitesse v, ben, je ne suis pas en mesure de déterminer ce qui se passe ici. Donc il me faudra très certainement une condition de Dirichlet à gauche. Il faudra qu'on me dise ce qui arrive à gauche. Par contre, vous voyez que je n'ai besoin que personne me dise ce qui se passe à droite. À droite, moi, je le sais déjà, hein, par la translation dans ce sens-là. Donc, pour l'équation de transport, on verra qu'en fait, on a besoin d'une condition de Dirichlet seulement si on est en dimension 1 que d'un côté. Ok. Ça, c'était juste une remarque, on y reviendra. Maintenant, pour les conditions, on va parler des conditions de Neumann. Donc, maintenant, je vais parler des conditions de Neumann. Donc cette fois, on ne va pas spécifier la valeur de U, mais on va spécifier
comment la fonction se comporte, comment le gradient de la fonction se comporte le long de, sur la frontière, et ce contre la normale. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais allons-y, c'est une condition de Neumann, c'est une condition du type pour tout t strictement positif, pour tout x appartenant à d rond oméga, bien je vais écrire quoi? Je vais écrire le gradient de u en tx, scalaire la normale au point x de la frontière sortante par rapport à oméga, égale g de tx. Je ne sais pas si j'avais pris de notation. Là aussi, g c'est une fonction définie de R plus étoile, pareil, où g va de R plus étoile 3 de oméga dans R. Donc là, on spécifie non pas la valeur de u au bord, mais on spécifie comment le gradient de u se comporte au bord. Alors, repensez à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui compte, c'est de dire comment les individus se comportent au bord. Et donc, je vais peut-être faire un exemple. Je garde dans ce tableau-là, c'est la même chose, où G, c'est une donnée, c'est une condition au bord. Et par exemple, G est égal à 0. Ça, c'est une condition de Neumann nulle. Ça va être aussi l'exemple typique qu'on prend, c'est-à-dire l'exemple, le cas, où les conditions au bord de Neumann sont nulles. Donc ici, j'ai 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0? Dire que le produit scalaire entre u et n vaut 0 pour tout x. Donc si g est égal à 0, ça veut dire qu'en tout temps et en tout point de la normale, le gradient de u, on lui impose à être orthogonal à la normale. Donc il est quelque part par là, ou par là. Et donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus ne sortent pas du domaine. C'est pour ça que ces conditions sont très importantes. Ça vous dit par exemple que si vous décrivez, je sais pas moi, des cellules dans une boîte de pétri pour les biologistes, les cellules ne peuvent pas sortir du domaine, et donc vous êtes typiquement mettre des conditions de Neumann. C'est un peu comme si, on peut voir ça de la manière suivante, c'est comme si les individus étaient réfléchis quand ils arrivaient au bord. Okay. Et une autre chose que j'ai dite, si on pense à U de Tx donc comme une densité d'individus, Neumann, condition de Neumann nulle, ça veut dire que vous restez dans le domaine, vous ne pouvez pas en sortir. Et condition de Dirichlet nulle, dire que U de Tx égale 0 pour tout x du bord, ça c'est ce qu'on appelle des conditions, ça consiste à dire que les individus meurent au bord. Dire que le Dirichlet vaut 0 au bord, ça veut dire qu'il n'y a pas d'individu au bord. Donc si vous arrivez au bord, vous mourrez. U égale 0, pas d'individu au bord. Donc ça c'est ce qu'on appelle, on pourrait voir ça comme une condition de mort si on pense à l'application de ce qu'on appelle la dynamique des populations. Ok. Donc par exemple, je vais juste finir par un exemple typique qu'on va considérer. Par exemple, on va vouloir considérer l'équation, exemple. On considérera l'équation, alors je ne sais pas ce que je prends. Voilà. Exemple, donc, je vais faire l'exemple quand d est égal à 1 et oméga, c'est un intervalle de R, donc c'est, disons, un intervalle de la forme 0, 1. Bon, par exemple, les conditions de Neumann, disons de Dirichlet nulle, c'est demander que U en chaque temps t strictement positif et au bord, c'est-à-dire en 0 et 1, soit nul. Donc ça, c'est exactement les conditions de Neumann au bord. U de t0 égale U de t1 égale 0 pour tout t strictement positif. Et puis Neumann, nul, c'est demander que, comment je l'écris, avec la dérivée comme ça, c'est demander que d rond x, c'est demander que la dérivée de u par rapport à x en t strictement positif et en 0, et même chose pour la dérivée en x prise en t et au point 1, soit égale à 0 pour tout t strictement positif. Okay. Donc ça, c'est Neumann nul en dimension 1 d'espace sur un intervalle de R, qui va être typiquement de la forme 0,1 ou AB. Donc Dirichlet nul, c'est U vaut 0 en A et B, et Neumann nul, c'est la dérivée vaut 0 en
en AD. Je vais finir par la notion de solution. Donc nous, quand on va dire on va essayer de chercher une solution à une EDP, on va en fait chercher une solution à ce qu'on appelle aussi un problème de Cauchy. Donc notion de solution. Donc on cherchera des solutions à, eh ben donc, je mets une grande accolade à des équations de la forme d rond TU plus de TX plus div. Là je l'écris de manière générale, mais on va considérer soit le cas du transport, soit l'équation de la chaleur. Div de f de Tx égale 0. Ça, on a dit qu'on demandait, ça c'est une prescription sur x pour tout t strictement positif, x appartenant à oméga. Ça c'est l'équation de dérivée partielle. On va avoir des conditions au bord, est-ce que je les mets en premier? Donc des conditions au bord, par exemple, u de Tx égale g de Tx. Ça c'est un exemple de condition au bord. Pour tout t strictement positif, x appartenant à d rond oméga. C'est un exemple. Ça pourrait être Neumann, parce auquel cas ici j'aurais le gradient de u scalaire n. Et puis u, la condition initiale, u0 de x égale u0 de x pour tout x appartenant à oméga. Okay, et ici, hein, bien sûr, c'est très important que u0 et g, ce sont des données du problème. Elles nous sont données par l'utilisateur d'une certaine manière, et nous, on va essayer de trouver une solution à ça. Alors, trouver une solution, je précise un petit peu, on cherchera des solutions. Il faut quand même que ces solutions elles soient raisonnablement régulières, hein, puisqu'on va vouloir calculer leur dérivée par rapport au temps, leur dérivée par rapport à x. Hein, on a vu que ce soit pour le cas du transport ou pour le cas de la diffusion, il faut dériver une fois par rapport à x ou deux fois par rapport à x. Où u est, où u est de classe C1 par rapport à t. Par rapport à t strictement positif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Précisément, veut dire quoi? Pour tout x appartenant à oméga fixé, l'application qui a t associe u de tx est C1 sur R plus étoile. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est le premier point. Et deux, U est de classe. Alors, on va avoir besoin soit de classe C1, soit de classe C2, ou C2, par rapport à X appartenant à oméga. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour tout t strictement positif fixé, x donne u de tx est de classe C1. Ou C2, selon le problème considéré. Alors, vous voyez que ici, pour parler de ces fonctions, on a besoin que ces fonctions on puisse en parler. Alors, c'est une notation un peu barbare. Vous voyez que ici, je n'ai pas besoin de spécifier ce que vaut la fonction au bord au temps 0. Au temps 0, je ne demande à la fonction de valoir u0 de x que pour tout x appartenant à oméga. Donc en fait, on s'en fiche de ce que vaut la fonction au bord à t égale 0. Par contre, dès que t est strictement positif, on lui dit A, on t'impose quelque chose. Donc Q, ça va être... Donc moi, je veux dire en quel tx u doit être défini. Donc en t égale 0, j'ai juste besoin que ce soit défini sur oméga. Dès que t est strictement positif, là il faut que ce soit défini sur oméga bar.
Parce que là, on a des conditions au bord. C'est-à-dire oméga plus le bord des ronds oméga. Donc on cherche des solutions définies sur. C'est un petit peu le souk, mais donc c'est écrit de manière plus polie. On cherche des solutions définies sur cet ensemble cube et qui sont solutions de cette équation au sens fort, c'est-à-dire qu'on a le droit on peut parler de toutes les dérivées qui apparaissent. U est classe C1 par rapport à T, les classes C1 ou C2 si on a l'équation de la chaleur par rapport à X. Quelques remarques pour terminer là-dessus. En fait, on va voir que, j'en parlerai plus en détail sur l'équation de transport, que ça, c'est chercher des solutions dites fortes à ces équations-là, c'est se compliquer la vie et que c'est pas du tout la bonne manière en fait d'approcher les EDP. C'est pas grave parce que ici on est dans un cours introductif et que ça va vous donner un petit peu des intuitions de propriétés sur les EDP, donc ça ne pose aucun problème de commencer par les solutions fortes. Mais au prochain semestre, si vous suivez le cours consacré, vous allez voir ce que c'est que les solutions faibles des EDP et qui sont en fait la bonne manière de voir les EDP. J'en donnerai juste quelques mots rapides sur l'équation de transport pour voir pourquoi c'est bizarre cette histoire de solution forte. Pourquoi on aurait besoin de ça. L'autre chose, c'est qu'on ne va pas trop parler d'unicité, on va juste essayer de trouver des solutions à ces équations dans certains cas très simples, ça comme je l'ai déjà dit. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Et on va aussi en fait essentiellement se consacrer au cas où oméga c'est un intervalle de R. Ça c'est un petit peu frustrant, mais on va voir que au moins numériquement, même si on fera encore du numérique sur des intervalles de R, ça nous donne on va déjà avoir développé des approches pour résoudre ce genre d'équations sur des domaines un peu plus compliqués que R. En tout cas pour ce qui est de la théorie, on va vraiment essentiellement se concentrer sur le cas de R. Voilà, je m'arrête là pour ce grand 1 de ce chapitre 4, et puis le grand 2 va lui être consacré exclusivement à l'équation de transport.